Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi aujourd'hui de nous pencher sur la nouvelle et j'allais dire énième montée des tensions au Moyen-Orient et particulièrement en Syrie cette fois, consécutivement au retrait militaire américain décidé par le président Trump et à l'opération militaire turque contre les Kurdes qui s'en est suivie dans cette région déjà fort agitée. Rappelons 3 données de référence pour situer notre analyse et introduire le débat qui suivra avec notre invité. Tout d'abord, on peut le dire, cette situation a créé une déconvenue et une inquiétude en Israël, mais aussi en Égypte, en Arabie Saoudite et en Jordanie, ainsi que dans d'autres pays sunnites, après donc cette décision prise le 7 octobre dernier par le président Donald Trump de retirer le contingent américain déployé au nord-est de la Syrie, et ce, afin, dixit Trump lui-même, je cite, de laisser les Turcs et les Kurdes résoudre la situation sur place. Il est temps, a ajouté Trump, pour nous de sortir de ces guerres ridicules. Et en fait, on a assisté à un nouveau tournant déstabilisateur dans cette région qui était déjà, comme je le disais, fort troublée et tumultueuse au Moyen-Orient. En fait, il faut préciser qu'il s'agit du second repli américain de cette année en Syrie, puisque après un premier retrait militaire américain effectué l'an dernier, quand l'US Army avait évacué plusieurs positions clés et des QG et avant-postes le long de l'autoroute de ce qu'on appelle l'axe terroriste Téhéran-Bagdad-Damas-Beyrouth, eh bien, cette nouvelle décision très décourageante de Trump pour tous les alliés des États-Unis a particulièrement touché aussi l'Arabie Saoudite, Israël et les Kurdes, et elle inquiète donc aussi de manière spécifique les dirigeants politiques de l'État hébreu et les leaders de l'établissement sécuritaire en Israël. Et ce, parce qu'elle semble désormais refléter une attitude, et c'est important à le préciser, de plus en plus passive de la Maison-Blanche, qui, lors des derniers mois, on s'en souvient, n'a pas du tout répliqué à 2 agressions caractérisées pourtant très provocatrices et manifestes des Iraniens dans la région, à savoir l'interception et la destruction en juin dernier d'un drone d'observation américain qui survolait le détroit d'Ormuz, et surtout, l'attaque massive du 14 septembre dernier, il n'y a pas si longtemps, contre 2 grands centres pétroliers saoudiens avec des missiles et des drones iraniens tirés sur ordre direct de Téhéran. Une passivité qu'on explique à Jérusalem comme étant essentiellement due au fait que les États-Unis seraient déjà en pré-campagne électorale en vue des présidentielles de 2020. Trump voulant prouver ainsi à l'opinion publique de son pays qu'il tient bel et bien ses promesses qui avaient été faites voilà 4 ans, je cite, de faire rentrer les soldats américains à la maison. Fait intéressant tout de même, ce retrait américain a d'emblée suscité nombre de réactions hostiles aux États-Unis et dans les rangs même du Parti républicain, suite à quoi Trump a jugé bon, dès l'annonce de la décision de son retrait, ce qui est paradoxal, de mettre en garde le président turc Recep Tayyip Erdogan en l'avertissant que si l'armée turque s'avisait d'envahir et d'occuper les zones kurdes syriennes pour y créer une zone de sécurité, eh bien il n'hésiterait pas, lui, Trump, à, je cite, ruiner l'économie turque. Alors, deuxième remarque préalable, on peut dire que cette décision américaine constitue un brusque et quelque part honteux lâchage de la cause kurde. En fait, les premiers concernés, comme on le faisait remarquer, les plus touchés par cette décision de Washington sont les forces kurdes, qui avaient pourtant aidé très activement depuis 5 ans les États-Unis à combattre et à vaincre les milices islamistes de Daesh, c'est-à-dire de l'État islamique dans le nord-est syrien, en créant une zone autonome kurde pré-étatique, regroupant 1,5 million d'habitants, avec même une économie florissante malgré l'état permanent de guerre. Là même où le nouveau sultan turc est devenu le président Erdogan, voudrait maintenant installer plusieurs millions de réfugiés syriens qui n'ont cessé d'envahir depuis 2011 les zones frontalières du sud de la Turquie. Or, au lendemain de l'annonce de ce retrait américain, considéré donc à Ankara comme une évidente carte blanche de Washington, la Turquie a aussitôt lancé une vaste offensive militaire contre les positions et les villes kurdes autonomes au nord-est de la Syrie, un développement régional suivi de très près en Israël où l'on s'inquiète de voir Washington lâcher ainsi, de manière si soudaine, son précieux allié kurde. Pire encore, il faut quand même citer ses propos, Trump s'est aussi gaussé d'avoir ainsi pris, je cite, une décision historique en faisant partir les soldats américains de Syrie. Et il s'est même disculpé à bon compte d'avoir abandonné les Kurdes à leurs agresseurs turcs en disant, je cite, que le peuple kurde n'avait pas aidé les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple lors du débarquement de juin 1944 en Normandie, fin de citation de Trump, une excuse
qu'on peut considérer comme aussi ridicule qu'aberrante, car on ne voit pas quel rapport il pourrait exister entre les événements de 39-45 en Europe et ce lâchage pur et simple des alliés kurdes de l'Amérique, alors que les Kurdes, il faut le rappeler, ont perdu quelques 11 000 combattants depuis 2014 pour vaincre Daesh, et aussi que c'est à présent la Turquie, un membre à part entière de l'OTAN, à savoir une organisation placée sous l'égide directe des États-Unis, qui les a bombardés nuit et jour grâce à ce feu vert de Trump. Troisième et dernière remarque, il y a eu aussi un autre épisode très significatif et assez troublant, c'est l'étonnant marchandage de Trump face à Erdogan. Alors comment ça s'est passé ? Alors que les condamnations pleuvaient à l'ONU en Europe contre cette sanglante campagne militaire turque, Erdogan devait répliquer avec une arrogance incroyable en déclarant à la mi-octobre, donc il y a quelques jours devant le Parlement d'Ankara, « Ô Union européenne, reprenez-vous », a dit donc Erdogan. « Je le répète une nouvelle fois, si vous continuez à présenter notre opération comme une invasion, eh bien nous ouvrirons les portes et vous enverrons 3 600 000 migrants sur le vieux continent. » Il faut aussi rappeler que près de 3000 combattants et civils kurdes ont été tués dans cette opération, avec des milliers de blessés et surtout un drame humanitaire, avec 300 000 réfugiés civils fuyant les régions kurdes du nord-est de la Syrie vers le sud du pays. C'est donc le lourd bilan de cette opération cyniquement baptisée Source de paix, qui a été lancée donc le 8 octobre dernier par l'armée turque sur un théâtre d'opération de 30 km de profondeur du côté syrien de la frontière. Alors, outre ce terrible drame humanitaire, la Turquie du président islamiste Erdogan a ainsi contribué à refaire surgir en fait le spectre d'une réémergence de l'État islamique en Syrie. En effet, non seulement l'armée turque a-t-elle recouru à diverses milices locales, islamistes, radicales, proches de Daesh, qu'elle a endoctrinées pour qu'ils passent à l'assaut contre les prétendus infidèles kurdes qui habitent et qui étaient dans les villages et les villages de leur région autonome, mais en plus, l'armée turque a lourdement bombardé plusieurs prisons kurdes où se trouvaient des milliers de détenus membres de Daesh, dont plusieurs centaines ont pu s'échapper à la faveur de ces bombardements. Suite à quoi le président Trump, toujours lui, de plus en plus critiqué dans son propre pays par les élus républicains pour ce lâchage des Kurdes au bénéfice de la Turquie, devait réitérer ses menaces seulement verbales, je cite, de dures sanctions économiques contre Ankara si les Turcs dépassaient certaines lignes rouges. Des lignes rouges dont il n'en a jamais donné aucune définition. Alors, il a aussi déclaré, et on en arrive, disons, à nos premières questions, Trump, qu'il existait 3 possibilités pour conclure un deal avec le despote turc. Soit, a dit Trump, envoyer des milliers de nos soldats pour vaincre sur le terrain, ce qu'il ne voulait pas, soit frapper très fort, je dis bien très très fort, la Turquie au plan économique et financier, soit parvenir à une médiation entre les Turcs et les Kurdes, et j'espère donc que nous pourrons réussir notre médiation entre les deux. Or, ces tensions Washington-Ankara ont, semble-t-il, pris fin après l'étonnante et peu habituelle lettre de mise en demeure envoyée le 9 octobre par Trump à Erdogan, dans laquelle, tel un chef de guerre, voire de gang, le président américain somme littéralement le leader turc de ne pas jouer les mauvais garçons et d'accepter d'entrer dans l'histoire en convenant avec lui d'un bon deal, je cite, faute de quoi cela pourrait mal finir pour lui. Et Trump de conclure sa missive par ces mots stupéfiants pour un président américain, je cite, « Si vous refusez cet accord unique grâce auquel de bonnes choses se produiront, vous resterez pour toujours un empêcheur de tourner en rond. Ne jouez donc pas au fou du roi. » Fin de citation. Ce après quoi, d'ailleurs, Erdogan, qui a vite compris le sens de ce stupéfiant message de Washington, a accepté de stopper son invasion du nord de la Syrie pendant une semaine, en attendant que les combattants kurdes, qu'il qualifie de terroristes, se retirent à 30 km au sud de la frontière turque, ce que, contraints par l'armée américaine et aussi les Russes, eh bien, ils ont finalement dû faire. Reste que malgré cette complicité russo-américano-turque, Erdogan a eu tort de croire qu'une campagne militaire d'invasion provisoire du nord de la Syrie pourra résoudre une fois pour toutes ce conflit géopolitique, ethnique et démographique avec les Kurdes qui a en fait débuté dès le début du 19e siècle et qui concerne aussi les régions du Kurdistan irakien, iranien et turc. Alors, pour parler de ces questions assez complexes et sophistiquées, avec nous dans le studio, notre invité de cette semaine, le docteur Meir Masri. Shalom Meir. Je dois préciser que vous avez eu le courage de venir malgré une difficulté vocale, donc kol hakavod, comme on dit. Et Meir, après une thèse de doctorat à l'université Paris 8, sur les relations entre Israël et les chrétiens du Liban. Vous êtes donc docteur en géopolitique et maître de conférences à l'université hébraïque de Jérusalem, avec comme spécialité l'analyse des conflits et des dossiers du Moyen-Orient. Vous êtes aussi président
d'une ONG basée à Paris, le Middle East Pact, donc une ONG œuvrant au rapprochement entre diplomates israéliens et ceux de certains pays du Moyen-Orient. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur les problèmes et les phénomènes marquants de cette région. Alors, la première question qui tombe sous le sens, Meir, c'est de vous demander en quoi cette situation que nous avons rapidement décrite serait une conjoncture qui profite largement aux Russes et aux Iraniens, et certains disent même aux Chinois. Est-ce que c'est votre analyse ? Alors tout d'abord, c'est une conjoncture qui profite à Bachar el-Assad en premier lieu, puisque les combattants kurdes n'ont d'autre choix aujourd'hui que de se rapprocher du régime d'Assad, en fin de compte. Si on se concentre sur la carte de la Syrie, on verra qu'après la disparition des différentes entités qui défiaient le pouvoir d'Assad, il ne reste plus aujourd'hui que 2 Syries. La Syrie de Bachar el-Assad qui s'étale sur les 2 tiers du territoire syrien. Alors qu'il avait perdu plus de la moitié, voire même les 3 quarts. Tout à fait. Oui. Un peu plus que la moitié. Et la deuxième Syrie, c'est ce que les Syriens appellent l'île, parce que justement c'est la partie syrienne qui va au-delà du fleuve de l'Euphrate et qui est contrôlée par l'alliance arabo-kurde appelée les forces démocratiques syriennes. C'est donc une organisation qui comprend une composante importante kurde, à savoir les YPG, mais ce sont aussi des Arabes. Et cette Syrie qui fonctionne d'une façon tout à fait démocratique dans le nord-est de la Syrie, sous le contrôle de ce gouvernement représentatif des différentes composantes, qui est d'ailleurs 3 langues officielles, l'arabe, le kurde et l'araméen. Et l'araméen parce que les chrétiens de cette région parlent l'araméen encore aujourd'hui, que ce soit en Syrie, mais aussi en Irak, dans la continuité. Cette vieille langue antique qui a aidé à rédiger le Talmud, entre autres. Exactement. Et d'ailleurs, ce serait le sujet d'une autre émission. J'aime dire que le nord du Moyen-Orient, c'est le monde araméen, par opposition au monde arabe, au réel monde arabe d'avant la colonisation arabe et les conquêtes arabes. À savoir le sud du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a 2 mondes, il y a 2 régions. Il y a la région arabe, à savoir les pays du Golfe, les pays de la péninsule arabique, avec quelques tribus arabes en Syrie, en Irak, limitrophes aux frontières saoudiennes, en Jordanie également, plus également les Bédouins du Negev et du Sinaï. C'est le monde arabe, et le nord du Moyen-Orient, c'est le monde araméen, avec Israël dedans également, bien entendu, la Phénicie, c'est-à-dire le Liban. Aram, c'est le cœur de la région araméenne, c'est-à-dire la Syrie. Dans la Bible, on parle d'Aram-Damas, le royaume d'Aram-Damas, et d'Irak. Pour tous ceux qui prétendent aujourd'hui que ces frontières étatiques, ces frontières politiques du nord du Moyen-Orient seraient un artifice colonial imposé par les accords de Sykes-Picot, il n'y a rien de plus faux. Ces frontières correspondent à des réalités historiques, à des civilisations qui ont toujours existé. Les frontières de quelle époque, dites-vous ? Les frontières du Liban, de la Syrie, d'Israël, ce sont des frontières qui correspondent à des civilisations, à des aires de civilisation qui ont toujours existé, ne serait-ce que dans la Bible. Nous voyons une frontière entre la Libye, entre le Liban et la Syrie dans la Bible, entre la Phénicie et Aram, pour tous ceux qui prétendent que le Liban aurait été créé par les Français pour diviser les Arabes. Mais ça, c'est une autre question. Donc, cette région démocratique qui est aujourd'hui gouvernée par les forces démocratiques syriennes, avec des groupes kurdes, des groupes assyriens chrétiens, des groupes arabes, et vraiment avec une très grande diversité. Bien sûr, les Arabes de cette région sont des Arabes sunnites, puisque en Syrie, les chiites sont... Enfin, même si les Alaouites, c'est pas vraiment des chiites, mais on va dire que ceux qui sont affiliés, c'est la côte syrienne. Mais il n'y a pas d'Alaouites dans le nord-est de la Syrie. Néanmoins, cette force, aussi démocratique soit-elle, aussi libérale soit-elle, n'a pas porté les armes contre l'armée syrienne. Ce ne sont pas des rebelles. Ce ne sont pas l'armée syrienne libre, ou les autres groupes qui ont combattu le régime de Bachar el-Assad. C'est un mouvement qui a émergé sur le vide provoqué par le retrait d'Assad dans une région qui a été conquise par différentes organisations terroristes. Et donc ce vide
Et ce retrait, notamment des forces de sécurité syriennes, du régime d'Assad, a provoqué un vide qui a été occupé par ce mouvement. Il n'y a donc pas de relation conflictuelle entre le régime d'Assad. Bien entendu, il y a une contradiction en ce qui concerne la vision de la future Syrie, mais ce ne sont pas des ennemis d'Assad. Il y a toujours eu des relations entre les deux. D'ailleurs, il y a toujours aujourd'hui un centre de renseignement du régime syrien dans les alentours de la ville de Hasakeh, qui est la principale localité dans cette zone-là. L'encerclement de cette région par les Turcs aujourd'hui, qui ne cessent d'avancer, qui ont d'ailleurs franchi la limite qui avait été promise. C'est une véritable invasion, en fait. Bien entendu, fait qu'il y a un retour de l'armée syrienne, parce que les dirigeants de cette région, qui ne sont pas tous des Kurdes d'ailleurs, n'ont d'autre choix que de faire appel à l'armée syrienne. Et les Syriens ne cessent de les encourager d'aller dans ce sens, mais aussi les Russes. Et donc je pense que les Russes aussi ont quelque chose à gagner, les Russes qui ne cessent depuis des mois, et je le regrette beaucoup, à juste titre, d'expliquer que compter sur les Américains, ce n'était pas une bonne chose pour les Kurdes, que les Américains lâchent leurs alliés. Ça me fait penser à une citation fameuse de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, qui avait dit une fois, c'était une bourde, il a dû après s'en excuser diplomatiquement, lorsqu'il était président, celui qui est couvert de l'Amérique est nu, a-t-il dit, avant de quitter le pouvoir. Je le regrette beaucoup parce que j'aime beaucoup l'Amérique, parce qu'en tant qu'Israélien et sioniste, j'ai beaucoup également d'admiration pour le président Trump, pour tous ces gestes qu'il a fait en faveur d'Israël au cours des derniers mois et des dernières années, mais cela ne veut pas dire qu'on peut tout accepter. Que laisser l'armée turque envahir le nord de la Syrie avec ces fameux 14 000 supplétifs, ce sont en grande partie des terroristes, des terroristes djihadistes qui ont coupé des têtes de Kurdes, qui ont exécuté des femmes. De façon tout à fait... Le département d'État américain a relevé déjà de flagrantes violations des droits de l'homme basiques dans cette opération. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, cela n'a pas commencé lors de cette invasion. Je rappelle quand même la campagne extrêmement violente de l'armée turque dans le nord de la Turquie, donc Kurdistan, mais du côté turc, dans la ville de Cizre en février 2016, où des immeubles ont été bombardés. Et lorsque les enquêteurs internationaux ont visité ces lieux, ils ont retrouvé des corps brûlés et des corps sans tête, des gens qui ont été décapités. Et là, lorsque les autorités turques ont été interrogées, ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas daigné répondre, ils n'ont pas nié, ils n'ont pas répondu tout simplement. Le rapport du Comité des Nations Unies, du Comité pour les droits de l'homme des Nations Unies, qui a été très accablant contre le régime turc de l'année dernière, de l'année 2018, n'a pas non plus reçu de réponse de la part du gouvernement turc. Il n'y a pas eu de réponse tout simplement. Donc, ils auraient quand même pu nier, ils auraient quand même pu dire non, mais il y a des informations, vous nous avez mal compris, venez vérifier, on va vous donner d'autres informations. Mais il n'y a pas eu de réponse. Et donc, je pense que ce défi au droit international est fait par qui ? Par un régime qui ne cesse de condamner, de critiquer Israël à longueur de journée, en comparant Israël au régime nazi, au régime fasciste d'Europe des années 30, le gouvernement et qui est membre de l'OTAN en plus. Et qui est membre de l'OTAN, membre du Conseil de l'Europe. Une des conditions pour adhérer au Conseil de l'Europe, c'est de respecter les droits de l'homme, c'est d'abolir la peine capitale. Ils l'ont fait, mais bon, c'est bien beau d'abolir la peine capitale et puis d'aller décapiter des Syriens au-delà de la frontière internationale. Donc tout cela est absolument déplorable, et nous le savions, parce que lorsque le président Trump a annoncé, non pas le retrait, mais le redéploiement des forces américaines stationnées dans cette région-là, parce qu'en l'occurrence, ils ont été rapatriés en Irak pour une grande partie, ils ne sont même pas rentrés. Ils ont même reçu un ordre de départ de l'Irak, du gouvernement de Bagdad, malgré tout. Il y a eu un redéploiement des forces, et une autorisation, non seulement mais une autorisation en vertu d'un accord signé entre Américains et Turcs il y a du mois d'août 2019, d'autoriser les Turcs à investir cette région-là. Et là, j'aimerais bien que l'on mette la carte pour expliquer un certain nombre de choses. La frontière internationale entre la Syrie et la Turquie, voilà, la carte apparaît, du côté syrien, n'est pas tenue par le régime syrien, parce que le régime syrien a perdu totalement le contrôle du nord de la Syrie. Les Turcs ont voulu établir une zone de sécurité, une zone tampon entre leurs frontières internationales
et la Syrie pour un certain nombre de raisons, notamment des raisons de sécurité, des raisons que nous pouvons comprendre. Pour être objectif, pour empêcher les infiltrations de terroristes, même si on sait que la plupart des djihadistes viennent de Turquie, ils n'ont pas l'inverse, ils n'ont pas entrent en Turquie à partir de la Syrie, pour empêcher l'immigration clandestine. Et là, l'Europe a encouragé la Turquie d'aller dans ce sens, justement pour empêcher que n'arrivent en masse encore plus de millions, centaines de milliers de personnes sur le continent européen, et également pour rapatrier des réfugiés syriens de Turquie. Cette zone de sécurité, donc il y a deux, cette frontière internationale est coupée en deux. On voit en hachuré sur la carte. Voilà. Donc on voit le fleuve, la limite entre la Syrie de Bachar el-Assad, qui est en jaune foncé, et celle qui est en jaune clair, c'est-à-dire la région contrôlée par les forces démocratiques syriennes. Cette limite correspond à peu près au fleuve de l'Euphrate. C'est un fleuve qui sépare les deux Syries. D'accord. C'est bien sûr une frontière de... C'est pour ça qu'on l'appelle l'île. Une frontière de cessez-le-feu. Oui. C'est pour ça, non. Alors, les Kurdes appellent la région du Nord la région de la Syrie démocratique, ou de Rojava, disant kurde, alors que le régime syrien, qui bien sûr refuse d'accepter toutes ces appellations, parce qu'il entend reconquérir cette région, donc il appelle ça l'île. Parce que, par opposition à vous savez, en arabe, on ne dit pas la péninsule arabique. On dit l'île arabique. Donc, par opposition à l'île arabique, l'île syrienne. D'accord. Et donc, le fleuve, à un moment donné, qui est donc la limite entre ces deux Syries, traverse la frontière turque. Le côté est est occupé par des Kurdes tout au long de la frontière avec la Turquie. Le côté ouest, non, par des populations arabes, avec une enclave kurde, l'enclave d'Afrin. Nous en avons parlé il y a 2 ans, lorsque les Turcs l'ont investi. Les Turcs ont réussi à imposer une zone de sécurité, avec l'autorisation des Américains, bien entendu, à l'ouest de l'Euphrate, donc la frontière à l'ouest de l'Euphrate. Et la zone assurée, c'est celle qui est à l'est de l'Euphrate et qui est aujourd'hui en train d'être établie par Erdogan. L'objectif d'Erdogan, ou du régime turc, c'est d'instaurer une zone de sécurité de 30 km. Alors, ça varie, ça peut être 25, 27, ça dépend. Ça varie en fonction de 30 km de large, de profondeur. Voilà, exactement. Ça varie en fonction de données démographiques et topographiques. Mais en gros, c'est 30 km en moyenne. Et le problème, c'est que d'abord, il y a des villages. C'est une zone extrêmement peuplée, notamment du côté kurde. Et puis, deuxièmement, il y a des exactions qui ont été commises au-delà de cette limite. Et puis, troisièmement, ce n'est pas l'armée turque qui a investi cette région. L'armée turque, avant que l'armée turque n'avance, ils ont d'abord envoyé les miliciens, qui étaient des terroristes en réalité. Ouais. Alors il y a une partie, effectivement, ce sont d'anciens miliciens de l'armée syrienne libre qui n'existent plus. Donc ce sont des gens plus ou moins fréquentables. Mais il y a aussi beaucoup de djihadistes qui viennent de Jaïch al-Islam, qui est une branche syrienne d'Al-Qaïda. Et donc tout cela est très très grave. Et alors, très grave. En quoi cette situation, c'était une sous-question que j'avais aussi posée, profite alors aux Russes et aussi aux Iraniens? Alors, ça profite, d'abord, ça profite, comme je l'ai souligné, au régime syrien, parce que le régime syrien, d'abord, avance. Et se conforte. Se conforte. Deuxièmement, parce que le régime syrien aime bien que les régions qu'il ne contrôle pas soient contrôlées par des islamistes, pour dire que sa guerre est contre les djihadistes. Les terroristes. Donc, d'ailleurs, on le voit bien. Et les Russes aussi, malheureusement, ont joué à ce jeu au début. Après, ils ont commencé à comprendre mieux la situation. À s'attaquer d'abord aux modérés et à laisser les extrémistes à la fin. On a déjà commencé par toutes les forces modérées et à la fin, tout à la fin, on a commencé à combattre Daesh. Parce que le régime syrien, d'ailleurs, la première réaction au début de la guerre civile syrienne, c'était d'ouvrir les prisons et de libérer des djihadistes. Pour montrer que sa guerre est une guerre non pas pour sauver la dictature et maintenir au pouvoir ce clan extrémiste, nationaliste qui gouverne la Syrie, à des organisations donc djihadistes. Mais cela profite également à la Russie, parce que plus le régime d'Assad avance, plus il y a la couverture sécuritaire ça russe. Justifie la présence militaire. Bien sûr, ça justifie la présence militaire de la Russie. L'Iran un petit peu moins, parce que les Russes et les Iraniens ne sont pas sur la même longueur d'onde en Syrie. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour nous et pour tous les pays modérés de la région et tous ceux qui respectent le droit international. Les Russes cherchent à endiguer les Iraniens en Syrie, et donc leur présence se concentre surtout autour de Damas. Ce sont des conseillers sécuritaires. Ils ont
soutiennent l'armée syrienne dans un certain nombre de manœuvres, mais il n'y a pas de présence lourde comme la présence par exemple, de la Russie. Donc l'espace aérien, par exemple, syrien, contrôlé par la Russie. Et c'est plus, en fait, l'intérêt est davantage russe qu'iranien. Enfin, tout de même, en ce qui concerne les Iraniens, il y a un fait révélateur qui s'est passé au second jour de l'opération turque, le 10 octobre, qui a commencé le 7 au soir. L'armée iranienne, dont vous venez de rappeler qu'elle est présente en Syrie, pas en termes de gros bataillons, mais d'officiers d'instructeurs. Entre autres, grâce à l'obstination du gouvernement israélien, qui n'a pas laissé faire. Absolument. Parce que les Russes laissaient faire avant les Iraniens. Ouais. Il y a eu 200 missiles qui ont été, c'était un fait très marquant. À la veille d'un sommet Netanyahou-Poutine à Moscou, au Kremlin, la veille même, Israël a bombardé 200 missiles. Et Israël a reconnu le bombardement de 200. C'est pas comme l'opération d'Irak qui n'a pas été... Sur les QG et des bases et les Russes n'ont pas dit mot. Alors qu'ils avaient averti avant. Ils avaient dit avant, si vous bombardez, il y aura... Des suites. Ouais, il n'y a pas eu de suite. Mais alors justement, je reviens aux Iraniens, c'est que le 10 octobre, fait significatif, au moment où les troupes d'Erdogan avancent dans ces régions qu'on a vues sur la carte, eh bien l'armée iranienne, dont... Il faut rappeler, vous l'avez dit, qu'elle est présente en Syrie grâce au déploiement. C'est quand même plusieurs milliers. C'est pas des troupes importantes, mais il y a quand même plusieurs milliers d'instructeurs, surtout des miliciens chiites irakiens et des gardes de la révolution islamique qui soutiennent Assad aux côtés donc du Hezbollah libanais. Eh bien, l'armée iranienne, le 10 octobre... Et entre parenthèses, les gardiens de la révolution, les pasdaran, contrairement à l'armée iranienne, ne dépend pas du président iranien. D'accord, oui, c'est un groupe autonome. Mais du guide suprême. C'est ça. Du guide suprême de la révolution islamique, qui est un personnage non élu. C'est ça. Et ça ne sert à rien de négocier avec Rouhani. Hein. Absolument. Ce sont des miliciens idéologiques. On en avait déjà parlé dans un précédent magazine. C'est le fait qu'à l'intérieur du régime iranien, il y a aussi des contradictions et des divisions. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe le 10 octobre ? Les Iraniens lancent d'énormes manœuvres le long de la frontière perse, donc leur frontière connexe avec le territoire turc, pour, dixit Téhéran, se préparer, je cite, à toute éventualité en cette période de montée des tensions régionales. C'est-à-dire que l'Iran, on n'a pas trop parlé parce que ça faisait trop compliqué avec le reste, mais l'Iran, elle aussi, a quand même montré qu'elle suivait les situations de près. D'ailleurs, le lendemain de ces manœuvres qui ont duré que 2 jours, elle a proposé sa médiation aux Kurdes et aux Turcs, ce qui est intéressant parce qu'elle se promeut au rang d'intermédiaire et d'arbitre régional. L'Iran. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'Iran est directement concerné, puisque le Kurdistan c'est 4 pays, déborde sur l'Iran, sur 4 pays. Je vais raconter une petite anecdote. J'ai été invité en 2008 à une conférence internationale pour les minorités du Moyen-Orient. Je représentais les Juifs du Moyen-Orient en Israël, même si les Juifs du Moyen-Orient sont un État, mais une minorité dans le sens régional. Et puis il y avait un représentant kurde. Il se trouve qu'il était syrien d'ailleurs. C'est un Kurde de Syrie. Et Javad Mella, il s'appelle. Et puis à un moment donné, il avait contesté l'appellation de minorité. Il disait, mais nous ne sommes pas des minorités. Les Alaouites, les Druzes, les chrétiens, c'est des minorités. Mais nous ne sommes pas des minorités. Nous sommes majoritaires au Kurdistan. Nous sommes peut-être minoritaires en Turquie, en Syrie, mais tout ça ne nous intéresse pas. Au Kurdistan, notre pays, nous sommes majoritaires, nous ne sommes pas une minorité. Et donc ce Kurdistan, qui est une réalité géopolitique, je rappelle quand même que les Kurdes ont failli avoir leur État à l'issue du traité de Sèvres de 1920, tout comme les Arméniens d'ailleurs. S'il y avait du côté turc, hein, pas la petite Arménie soviétique d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les guerres de récupération kémalistes de Kemal Atatürk, qui a réussi à mettre un terme par la coercition à tous ces projets irrédentistes, que ce soit kurdes ou arméniens. Mais le Kurdistan est une grande région qui existe aussi bien en Turquie, en Irak, en Syrie et en Iran. Même si la question kurde est une question avant tout turque, pour 3 raisons. D'abord, parce que la plus grande partie du Kurdistan se trouve en Turquie, plus que les 2 tiers du Kurdistan. Le poids démographique aussi, j'imagine. Deuxième élément, la majeure partie de la population kurde se trouve en Turquie.
La plupart des Kurdes sont turcs, de nationalité turque. Et puis, troisième élément, parce que le contentieux historique des Kurdes est avant tout avec la Turquie, qui est d'abord l'héritière de l'Empire ottoman, qui a colonisé les Kurdes. Puis deuxièmement, parce que ce sont les guerres kémalistes d'Atatürk qui ont empêché que de naisse un État kurde. Après, comme conséquence, l'Irak, la Syrie, qui étaient des États naissants à l'issue de la Première Guerre mondiale, ont suivi la tendance et ont empêché toute constitution d'embryons étatiques kurdes sur leur territoire. Donc le problème kurde est avant tout un problème turc, en réalité. Et puis, deuxième élément important, c'est que s'il y a un peuple kurde, avec une langue kurde, avec une aspiration nationale légitime, il y a, du fait de cette réalité géopolitique qui fait que ce peuple est éclaté entre 4 États, 4 trajectoires différentes. Donc nous avons les Kurdes d'Irak qui sont dans la meilleure situation, puisque pour des raisons historiques, entre autres la chute du régime de Saddam Hussein et l'arrivée des Américains, ils ont réussi même un petit peu avant aussi, parce que l'armée de Saddam ne pouvait plus intervenir dans le nord de l'Irak après la guerre de la deuxième guerre du Golfe de 90, 91. La première. La première, c'est la guerre Iran-Irak. Iran-Irak, d'accord. C'est la première guerre du Golfe. Et aujourd'hui, les Kurdes en Irak ont un État. Donc il y a aujourd'hui un État kurde. Une autonomie ou un État, une province autonome ? L'Irak même est un État kurde, est un État binational, arabo-kurde, en vertu de la constitution irakienne de 2005. Donc après la libération de l'Irak en 2003 par les Alliés. Et donc dans ce grand Irak, les Kurdes, qui sont à peu près 20% de l'Irak, au nord. Ils sont au nord, notamment, bien sûr, et concentrés dans le nord de l'Irak, disposent de compétences importantes. Il y a un système de quotas dans le nouvel Irak, un petit peu comme au Liban ou comme dans d'autres pays, comme dans Chypre avant la division de Chypre, selon lequel le président de la République irakienne doit être un Kurde. C'est une coutume constitutionnelle. C'est pas écrit, c'est un fait. Mais c'est pas le cas en ce moment. Depuis 2003, le président est kurde. Ah d'accord. Le président de tout l'Irak est kurde. Il faut avoir 20% des ministres doivent être kurdes. Et il y a trois branches des renseignements irakiens. L'une des trois, peu importe laquelle, mais l'une des trois doit être dirigée par un général kurde. C'était impensable sous l'ancien régime, Saddam Hussein. Le régime bassiste, nationaliste, extrêmement raciste. Et puis, en plus de cela, bien sûr, la kurde est la langue officielle d'Irak après l'arabe. Donc, il y a 2 langues officielles, l'arabe et le kurde. Donc, l'Irak est un État kurde, est un État à moitié binational, arabo-kurde. Et puis, il y a aussi cette spécificité de la région autonome du Kurdistan irakien, dans le nord de l'Irak, qui dispose donc de très larges compétences, y compris la compétence de donner des visas, ce qui fait que les Israéliens ne pouvant pas aller en Irak, parce qu'il n'y a pas de relation officielle entre l'Irak et Israël, peuvent se rendre au Kurdistan. Et dans la capitale kurde irakienne, Erbil, il y a des vols via Istanbul, mais les Israéliens peuvent s'y rendre tout à fait officiellement. Et alors le Kurdistan iranien, c'est beaucoup plus faible. Alors en Iran, la situation est un petit peu différente. Tout d'abord parce que en Iran, les Kurdes sont beaucoup plus dispersés. Le Kurdistan iranien n'est pas à majorité kurde. D'accord. Et il y a beaucoup de Kurdes à Téhéran et dans d'autres régions. Il y a même à l'est de l'Iran d'importantes communautés kurdes. Ils ont été dispersés à travers il y a une concentration moins forte. Et puis, le régime iranien est un régime assez tolérant envers ces minorités. S'il y a un seul bienfait de cette révolution volée par les islamistes de 1979, qui n'était pas islamiste au départ, qui était initié par des groupes de gauche, des libéraux, des communistes, le Parti Toudé, le Parti historique communiste iranien, et les islamistes l'ont récupéré, un peu comme les frères musulmans en Égypte en 2011, et en Tunisie, et Nada, etc. Mais elle n'a pas été initiée par eux. On ne devrait pas l'appeler la révolution islamique, on devrait l'appeler la révolution iranienne, qui a été suivie par un putsch islamiste. C'est une autre question. Putsch du clergé chiite en Iran. L'un des bienfaits de cette révolution, l'unique bienfait de mon point de vue, c'est effectivement, elle a atténué, si elle n'a pas mis fin, au chauvinisme perse qu'il y avait en Iran, parce que l'Iran n'est pas la Perse. En Iran, 51% environ de la population est perse. 49%, c'est-à-dire presque la moitié, ce sont des minorités. L'Iran, c'est un noyau perse
entouré d'un d'une kaléidoscope couronne d'accord. de composantes ou de minorités, des Kurdes, je crois 14% à peu près, ça, des Baloutches, des Arabes, et puis toutes sortes Le de... bazar de Téhéran. oui, On oui. pourrait dire. Et avec plusieurs minorités qui, les Balouches par exemple, il y a le Balouchistan. Comme le Kurdistan est éclaté sur 4 États, il y a le Balouchistan qui entre l'Iran et le Pakistan, à peu près 8 millions d'habitants, avec une langue reconnue, une langue, des aspirations nationales également. Donc ça c'est pour l'Iran, les Kurdes sont beaucoup mieux intégrés dans le spectre iranien, même s'il y a eu cette mésaventure de Mehabad, cette éphémère république qui a duré 1 mois en 1946, qui a été écrasée dans le sang par le régime du Shah à l'époque. Mais bien qu'il y ait eu cette expérience-là, globalement, les Kurdes sont beaucoup mieux intégrés en Iran, avec des aspirations indépendantistes beaucoup moins fortes. Et puis enfin en Syrie, il y a très peu de Kurdes en Syrie. Et les Kurdes de Syrie sont très proches des Kurdes de Turquie, ce qui explique cet acharnement d'Erdogan. Et il y a 2 langues kurdes. Hein. Il y a le kurde sorani qui s'écrit avec l'alphabet arabo-persique, qui est donc pratiqué en Iran et en Irak. Et puis il y a le kurde Kurmanji qui a suivi la réforme d'Atatürk avec la latinisation de la langue turque. Eux aussi ont latinisé leurs Kurdes. Et ce sont les Kurdes de Turquie, mais aussi de Syrie. Les Kurdes de Syrie, en grande partie, sont originaires du Kurdistan turc et ont des liens, même sur le plan idéologique. Ce sont des gens de gauche, beaucoup de communistes. Le PKK, c'est des communistes. Les YPG, on considère qu'ils sont en accointance avec eux, tandis qu'en Irak et en Iran, ce sont des Kurdes beaucoup plus conservateurs, de droite. Alors, au vu de cette description passionnante que vous nous avez faite... Oui, cette description, tout cela est inquiétant pour Erdogan, mais surtout ceux de Syrie. La situation en Syrie est beaucoup plus inquiétante, parce qu'ils ne sont pas maîtrisés. En Irak, il y a une structure, il y a un État. En Iran également. En Syrie, ce sont des miliciens errants, avec des ambitions extraordinaires et avec surtout des liens avec le Kurdistan turc. Il n'y a pas de perspective à court terme, et même à moyen terme, voire à long terme, que tous ces 4 morceaux de c'est impossible. Forment un Kurdistan unifié. Non, c'est impossible parce que d'abord il y a des rapports de force, il y a des frontières étatiques, il y a des souverainetés, et puis même il y a des Nations Unies. Ils ne sont pas situés de la même manière. Frontières qui sont. Et ce n'est même pas leur ambition. On ne peut pas raisonner de cette façon-là. La grande partie de l'Arménie est en Turquie aujourd'hui. L'indépendance de la République arménienne à l'issue de l'éclatement de l'URSS n'a pas provoqué un irrédentisme arménien en Turquie. Il en est de même, vous me direz, il n'y en a plus tellement d'Arméniens en Turquie, il y a eu un génocide. Mais par exemple, l'Azerbaïdjan, la majeure partie de l'Azerbaïdjan est en Iran aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont 2 provinces qui s'appellent la province d'Azerbaïdjan de l'Est et l'Azerbaïdjan de l'Ouest, sont des provinces iraniennes. 25% des Iraniens aujourd'hui sont des Azéris. Dans le langage courant, les Iraniens les appellent les Turcs, parce que les Azéris parlent turc. Ce sont des Azéris. Ali Khamenei, le guide de la révolution islamique iranienne, le véritable numéro 1 du régime, le dictateur Khamenei, qui est le successeur de Khomeini, non élu, un personnage non élu, est d'origine azérie, et non pas d'origine perse. Alors, si vous voulez bien, passons à cette analyse qui a été faite par de nombreux experts israéliens qui ont fait remarquer que cette politique des retraits, puisque c'est le second retrait américain de Syrie, il y a eu d'autres retraits, il y a eu, si vous voulez, les positions de Barack Obama avant celles de Trump, qui ont aussi se sont tournées vers Téhéran après avoir misé sur les frères musulmans égyptiens. Enfin bref, il y a une politique de retrait américain qui s'explique par plusieurs facteurs, qui est une politique, d'après ces experts, qui serait néfaste pour les alliés de Washington au Moyen-Orient, à savoir l'Arabie Saoudite et aussi Israël et les États du Golfe. Alors, il y a 2 éléments dans ce que vous venez de dire. Il y a retrait et il y a néfaste. Un retrait qui serait néfaste. Alors, à la première partie, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de retrait. La deuxième partie, la politique est néfaste, oui, elle l'est. Pourquoi il n'y a pas de retrait ? Parce qu'au Moyen-Orient, il y a 15 États. Les Américains sont extrêmement présents au Moyen-Orient. Il y a 68 bases militaires américaines au Moyen-Orient. Il y a deux États non moyen-orientaux, 2 États qui ne font pas partie du Moyen-Orient, qui ont des bases militaires dans cette région du monde, 2 États étrangers, les États-Unis et la Russie. Les États-Unis ont 68 bases, dont 13 en Irak, et la Russie en a une seule, à Tartous, sur la côte alaouite, en Syrie. C'est-à-dire que les Américains ont 68 fois plus de bases que la Russie. Donc dire que les Américains se retirent, alors que même
beaucoup des forces qui se retirent de Syrie. C'est un redéploiement, en fait. La première étape ont été rapatriées en Jordanie et la deuxième fois en Irak. Donc, c'est un redéploiement. Ce n'est pas un retrait de la région, un retrait de Syrie peut-être, ou d'une partie de la Syrie, mais ce n'est pas un retrait de la région. Donc, il n'y a pas de retrait, et surtout pas de retrait qui serait en faveur de la Russie conquérante, qui est en train d'avancer ses plans au Moyen-Orient. Pas du tout. Il y a un seul pays au Moyen-Orient qui a des relations d'alliance alliées à la Russie, c'est la Syrie, c'est tout, ça s'arrête là. C'est la Syrie, et puis la Syrie. Ce sont tous ces pays qui sont alliés de la Russie dans la région. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une menace pour la présence, pour l'influence américaine dans la région. Le Moyen-Orient est essentiellement une zone d'influence américaine. En revanche, la politique américaine envers la Syrie est extrêmement néfaste. C'est un fait. Et d'ailleurs, selon tous les experts et aussi des membres de l'administration, des différentes administrations américaines, sous Obama, ce qui a fait que les Américains ne sont pas intervenus, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas pu. Peut-être qu'ils n'ont pas eu assez d'audace, assez de courage. Le président Obama a voulu. Il a dit, si cette ligne rouge a été franchie, c'est-à-dire les armes chimiques, l'usage par le régime d'Assad d'armements non conventionnels, en l'occurrence chimiques, cela provoquerait une réaction immédiate de la part des Américains, réaction coercitive, armée, militaire. Et suite à cela, il y a eu des préparatifs qui ont été... mais ça n'a pas été... il y a eu un vote négatif au Parlement britannique. Les Anglais ne peuvent pas entrer en guerre sans l'accord de leur Parlement. Les Américains peuvent pour 2 mois renouvelables dans des conditions très difficiles. Donc il y a eu des complications, puisque ce vote a été perdu par David Cameron à l'époque, de justesse au Parlement britannique. Après, François Hollande voulait bien y aller, mais ce n'était pas suffisant pour les Américains. Et puis Obama, en fin de compte, a renoncé. Mais ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Et moi, je pense que vraiment, on l'a raté de très près, parce que le régime d'Assad se serait effondré, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Le régime d'Assad était en train de s'effondrer. Il n'avait plus que Damas, et avec une autoroute très menacée qui le liait à la région alaouite sur la côte, où il y a justement cette base militaire russe. Et l'effondrement du régime d'Assad, ça voulait dire le retrait des Iraniens, à terme l'écrasement du Hezbollah, et vraiment un rapport de force très différent en faveur des alliés des États-Unis, et puis du Golfe, l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. Ça aurait changé complètement la donne au Moyen-Orient. La deuxième fois où il y a eu une erreur de la même nature, c'est ce dernier retrait américain, qui est vraiment regrettable, même selon les critères les plus égoïstes. De défense des intérêts américains. Ne rend pas du tout service. Et cela a été critiqué par des conseillers, et pas par les va-t-en-guerre, pas par Bolton et les autres. Non, y compris par les gens les plus raisonnables de l'équipe républicaine. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il existe des valeurs en relations internationales. Ça existe, et ce retrait a été un manquement terrible. Un lâchage d'alliés. Bien sûr. Deuxièmement, il y a la question de lâcher. Bien sûr, le respect de la parole donnée par une grande puissance, le fait d'être loyal envers ses alliés, ce sont des valeurs qui comptent en relations internationales. Quel message? Vous savez, en Israël même, il y a des groupes de gauche, très à gauche, ou même de gauche, tout simplement, qui ont souvent critiqué ce rapprochement entre Netanyahou et les républicains aux États-Unis. Ne cessent de dire, à mon avis, ils ont tort, ils exagèrent beaucoup, que oui, Israël aussi peut être lâché par les Américains. C'est faux. Israël est un État. La relation entre Jérusalem et Washington est historique, elle est solide, elle n'est pas du tout comparable à une relation aléatoire entre les États-Unis et des groupes de miliciens éphémères, et qui en plus n'ont pas participer au débarquement de Normandie, vous imaginez. Mais bon, on en rigole, mais c'est quand même quelque chose d'important et de sérieux. Deuxième chose, ce sont des alliés qui rendent des services aux États-Unis. Et puis des libéraux, des progressistes. On voit des femmes se battre parmi les gens qui ont été exécutés parmi les Kurdes, vous voulez dire. Bien sûr, parmi les Kurdes, mais même parmi les Arabes. Même parmi les Arabes de cette région, ils sont nombreux, ils sont même la majorité. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Kurdes parce qu'ils sont les plus courageux, parce qu'ils ont failli tout perdre dans cette guerre existentielle, cette guerre pour leur existence, où ils ont perdu 11 000 combattants. Les États-Unis en ont perdu 8.
dans la guerre contre Daesh. Et l'une des conséquences de ce retrait des forces kurdes, ça a été aussi le lâchage de plusieurs prisons qui ont été abandonnées, avec des centaines de djihadistes qui sont aujourd'hui en nature, errants en nature, qui sait où ils vont aller par la suite et qu'est-ce qui va se passer. Donc moi je pense que c'était une erreur extrêmement grave, mais qui peut être réparée. Il n'est pas trop tard. Et d'ailleurs, les Américains commencent à parler de sanctions contre la Turquie, mais c'est là en réalité l'absurdité de l'acte. Parce qu'il y a des contradictions. Par exemple, lorsque le président Trump, que je respecte beaucoup par ailleurs, a dit que les combattants kurdes étaient des gens, n'étaient pas des anges, avait-il dit, mais qu'en plus, ils étaient plus dangereux que Daesh. Mais s'ils étaient plus dangereux que Daesh, ça veut dire que ce sont des terroristes. Pourquoi les avoir soutenus contre Daesh? Peut-être aurait-il fait mieux de s'allier avec Daesh contre eux, dans ce cas-là, s'ils sont plus dangereux que Daesh. Et puis, deuxièmement, le fait de dire, voilà, on se retire, on fait confiance aux Turcs. Et puis, le lendemain, 24 heures n'étaient pas encore passées, et Trump parlait déjà d'éventuelles sanctions contre la Turquie. C'est absurde. Pompeo a parlé éventuellement d'une intervention militaire pour stopper les Turcs. Mais c'est ridicule, alors que les Turcs n'auraient jamais osé intervenir s'il n'y avait pas eu cette autorisation, ce feu vert donné par les États-Unis. Et puis enfin, bien sûr, ce message extrêmement négatif donné aux alliés des États-Unis, comme on en a parlé, c'est extrêmement négatif pour la force de dissuasion des États-Unis, alors que la Russie protège ses alliés. Les Américains étaient incapables de le faire. On sait très bien tous ces groupes qui veulent s'allier aux Américains, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. Ils se disent oui, mais bon, par la suite, qu'est-ce qui peut se passer si et Trump l'a dit clairement. Il a dit on agit en fonction de nos intérêts. Tout cela, je pense, n'est pas très constructif. Une sous-question, tout de même, certains experts, pas très nombreux, ont avancé l'idée à pas feutré que peut-être ce retrait qui est malhabile et dont vous avez montré les contradictions aurait été décidé eu égard à la situation de plus en plus tendue avec l'Iran, puisque Washington n'a pas répliqué, comme je l'ai dit, à 2 agressions caractérisées de l'Iran. Et ce départ, ce redéploiement du contingent américain de certaines zones de Syrie aurait eu pour but, selon cette analyse, je ne sais pas si vous la partagez, de mettre à l'abri, disons, de zones dangereuses les soldats américains en vue peut-être d'une action beaucoup plus massive qui se préparerait à Washington contre l'Iran. C'est-à-dire on reculerait pour mieux sauter. Est-ce que vous pensez que c'est... Je ne pense pas que l'idée de reculer pour mieux sauter, c'est peut-être utile en sport, mais je ne sais pas si en géopolitique, c'est vraiment ça. Honnêtement, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur qui a été commise et qui peut être encore réparée aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Avant de conclure cette émission, et puisque nous arrivons au terme de notre magazine, je voudrais citer l'extrait assez émouvant d'un appel de réservistes israéliens qui a été lancé le 10 octobre dernier, un appel à la solidarité avec le peuple kurde en danger. Et ça c'est intervenu alors que le Premier ministre Netanyahou avait publiquement proposé ce même jour, quelques heures après, une aide humanitaire et militaire de l'État juif au peuple kurde agressé, selon Netanyahou. Eh bien, plusieurs douzaines de réservistes de Tsahal ont appelé dans une pétition publiée sur Facebook ce 10 octobre à soutenir concrètement les Kurdes au plan militaire et humanitaire. Alors, dans cette émouvante pétition, présentée sous forme de lettre ouverte qui a été adressée au Premier ministre Netanyahou et au chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. Voici ce que ces réservistes écrivent, entre autres. Je cite : « Nous, en tant qu'Israéliens et Juifs, ne pouvons rester passifs quand une autre nation abandonnée par ses alliés se trouve sans défense au bord d'un terrible nettoyage ethnique. Nous avons parfaitement en mémoire tout le sang juif versé pendant l'histoire et ce qui arrive quand les nations du monde abandonnent un peuple à son sort. » Et ce texte qui a été rédigé au nom de tous les pétitionnaires par le général de réserve Yair Fink poursuit ainsi : « Israël est un pays qui a les moyens d'aider le peuple kurde. Or, c'est maintenant le moment de le faire, alors que nous sommes bien conscients, en tant que signataires, de toutes les implications stratégiques dans cette région et que nous ne disposons pas nous-mêmes des données compliquées sur la situation, c'est œuvre d'humilité. Nous, qui avons été éduqués dans les valeurs de l'exemple personnel et de la sainteté de la vie, ne pouvons pas encore concrétiser tout seul cette aide au peuple kurde, mais nous ressentons profondément que c'est le moment pour Israël d'agir et nous serions donc très heureux de pouvoir apporter notre contribution à toute action dans ce sens. »
Ce que vous venez de dire était assez révélateur. Yahya Fink, que vous avez cité est un acteur actif au sein de l'opposition en Israël. Il était candidat à la députation sur la première ligne du Parti travailliste. Il a quitté le Parti travailliste lors des dernières élections pour le camp démocratique, ça veut dire Meretz et ses alliés. Donc c'est quelqu'un qui n'est même pas censé défendre la politique du gouvernement. Et là, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a un consensus en Israël. De la droite la plus dure jusqu'à la gauche extrême, Meretz, il y a un soutien massif pour le peuple kurde. Je pense que ce n'est pas anodin. Je pense que soutenir les Kurdes aujourd'hui, ce n'est pas comme soutenir des groupes isolés au Liban lors de la guerre du Liban. On a toujours en mémoire, bien sûr, tout ce gâchis qu'il y a eu au Liban. Mais je pense que la situation est extrêmement différente. Les Kurdes apprécient l'aide israélienne. L'aide israélienne est très appréciée. On le voit à travers des interviews faites avec des hommes politiques kurdes, que ce soit en arabe parce que c'est des Irakiens ou de façon globale. Et on pourrait voir ça également traduit en anglais ou en français sur le site de l'Institut Memri, qui traduit des interviews avec des hommes politiques du Moyen-Orient. Ça, c'est un premier élément, le consensus. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un véritable risque, une véritable menace de nettoyage ethnique, ne serait-ce que lorsque Erdogan parle d'envoyer 2 millions de réfugiés syriens en Turquie. Il faut savoir que les réfugiés syriens en Turquie, ce sont des réfugiés de toute la Syrie et non pas de la région kurde. Donc envoyer des Arabes sunnites qui n'ont rien à voir avec cette région dans cette région kurde, c'est changer la structure démographique de cette région, c'est l'arabiser, c'est tout simplement pour disperser les Kurdes proches de la frontière turque et empêcher que ne constitue à terme tout embryon étatique ou toute entité kurde à la frontière avec la Turquie. C'est là le véritable objectif de la Turquie. Et voilà pourquoi il faut être vigilant et pourquoi cet appel... Il faut être vigilant et il faut éviter les confusions. Erdogan qui cherche à convaincre la communauté internationale et qui semble avoir réussi à convaincre le président Trump que les YPG, la composante kurde au sein de l'Alliance démocratique syrienne, c'était le PKK. Le PKK est un groupe qui est sur la liste des organisations terroristes de la Turquie, mais aussi des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon. Un amalgame. Mais les YPG, ce ne sont pas le PKK. Les YPG n'ont jamais commis d'attentat, ni contre des civils, ni contre des militaires turcs. Et donc cette confusion est absolument inacceptable et je pense qu'elle n'a pas lieu d'être. Eh bien, c'est sur cet avertissement très important pour y voir plus clair dans cette situation imbriquée, sophistiquée, que nous prenons congé de nos auditeurs. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci, Meir, d'être venu et d'avoir recouvré la voix pour cette émission. À la semaine prochaine.